Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui vous intrigue peut-être. Que soit que vous ne savez pas du tout c'est quoi, ou que vous vivez présentement avec, que ça vous questionne, mais que vous n'êtes pas nécessairement porté à poser des questions. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Mais non. Je vais vous parler de ma maladie qui est l'amyotrophie spinale. Alors pour commencer, je vais vous dire c'est quoi l'amyotrophie spinale. Alors l'amyotrophie spinale, c'est une maladie dégénérative. Dégénérative, ça veut dire que ça dégénère au fil du temps. Par exemple, moi, quand j'étais petit, j'étais capable de lever ma main plus haut que ma tête. Que là, ma tête est le maximum. Voilà. Alors, dans notre corps, maintenant je vais vous parler pourquoi. Dans notre corps, il y a le cerveau, la moelle épinière, puis il y a deux autres, le muscle, mais il y a une partie qu'on connaît moins. C'est les motoneurones. Les motoneurones, c'est entre le signal de la moelle épinière et du muscle. Dans le fond, c'est le nerf qui contrôle le mouvement des muscles. Alors là, je vais faire un exemple. Levez la main. OK? Alors là, le cerveau envoie à la moelle épinière. Il dit au motoneurone, monte la main, lève la main, et ça se fait, et ça lève, le motoneurone dit au muscle de lever la main. Et ça se fait en des fractions de secondes. Vous voyez, à gauche, ça c'est un motoneurone et un muscle normal. À droite, c'est un motoneurone et un muscle qui appartient à la maladie de l'amyotrophie spinale. Dans le fond, quand on a l'amyotrophie spinale, les motoneurones ils se détériorent. Alors, ça veut dire qu'ils rapetissent et ils se détachent du muscle. Alors, vous voyez l'image de gauche, le motoneurone est collé au muscle, c'est ce qui permet d'envoyer le signal. Mais quand on a l'amyotrophie spinale, il se détache. Puis les muscles, inutilisés, ils finissent par se rapetisser. Et c'est ça. Alors, ils sont atrophiés. De là vient le mot amyotrophie spinale. Dans le fond, vous voyez l'image de gauche, le cerveau envoie un signal à la moelle épinière. Mettons là, ça va être lever la main encore une fois. Le cerveau dit à la moelle épinière, dit au motoneurone de dire au muscle de lever la main. Puis le motoneurone envoie le signal au muscle. Ça se fait vraiment en des fractions de secondes. Par contre, ceux qui ont l'amyotrophie spinale, vu que le motoneurone il s'est détaché du muscle et qu'il se détériore, le signal n'est pas capable d'aller assez loin. Comme moi, mettons, par exemple, mes motoneurones ils ne sont pas capables d'envoyer assez de signaux à mes jambes. Alors, je ne suis pas capable de marcher ou de me mettre debout. Maintenant, je vais vous parler des probabilités de l'emploi. Ce schéma, c'est seulement si le père et la mère sont porteurs. Porteurs, dans le fond, c'est qu'ils n'ont pas les symptômes, mais qu'ils l'ont dans leur jambe. Comme moi, dans le fond, ma mère et mon père sont porteurs. Alors, il y a 25% de probabilité que l'enfant n'ait pas l'amyotrophie spinale, du tout. Il y a 50% de probabilité que l'enfant ne l'ait pas, mais qu'il l'ait dans ses gènes, comme la mère et le père. Et il y a 25% de probabilité que l'enfant l'ait au complet. Maintenant, je vais vous parler comment est-ce qu'un parent peut savoir que l'enfant a l'amyotrophie spinale. Alors, au début des premiers mois, l'enfant normal, il fait des roulades. Après ça, il s'est assis. Après ça, il fait 4 pas, debout, des trucs comme ça. Et si l'enfant ne fait pas cela, c'est que ça veut dire qu'il y a peut-être l'amyotrophie spinale. Comme moi, mes parents ont vu qu'en bas de 6 mois, ils ont vu que je ne me tenais pas bien assis. Alors, c'est ça. Alors, ils se sont dit, j'ai quelque chose. Avant de continuer, je vais vous parler des types. Dans le fond, le type, c'est le niveau de la maladie. Il y a le type 1 jusqu'au type 4.
Le type 1, c'est le plus grave et le type 4, c'est le moins grave. Pour commencer, je vais vous parler du type 1. Le type 1, ben, l'espérance de vie avant les médicaments, c'est de moins de 2 ans. Puis quand on se rendait compte des symptômes, c'était moins de 6 mois. Mais grâce aux médicaments qui sont apparus il y a 3 ans, que je vais vous parler un petit peu plus tard, ça a vraiment aidé l'espérance de vie. Ça a vraiment augmenté. Ça a augmenté la force, puis aussi ça a gardé la dégénération stable. Puis ça a pu vraiment augmenter l'espérance de vie de plusieurs jeunes. J'en profite pour vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire vos questions dans les commentaires ci-dessous et je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Maintenant, je vais vous parler du type 2. Le type 2, il est moins grave que le type 1. L'espérance de vie avant les médicaments, c'était très varié. Il y en a qui mouraient jeunes, il y en a qui mouraient assez vieux. Et on s'en apercevait de 6 mois à 2 ans, les symptômes. Mais grâce aux médicaments, encore une fois, ça a aidé beaucoup. Le type 3 est moins grave que le type 2. Alors, beaucoup moins grave que le type 1. Il y a des marcheurs dans les types 3, mais au fil du long, quand ils s'en sont aperçus des symptômes, ils ont perdu la marche. Mais c'est avec le médicament que certains ont repris la marche, ou la dégénération a resté stable. Ça, on voit les symptômes de 2 ans à 18. Et le type 4, on voit les symptômes de 18 ans et plus. C'est le type le moins grave. Et il y a beaucoup de marchands. Mais il y en a qui l'ont perdu, mais avec le médicament, encore une fois, ça aide. Alors moi, maintenant, je vais vous dire de quel type je suis. Dans le fond, moi, je suis type... Mais avant, j'étais type 1,5, parce que j'aurais pu être type 1, parce qu'on s'en est aperçu vers moins de 6 mois, mais j'étais plus fort. On a rencontré un pédiatre qui nous a référé tout de suite à Dr. Sylvain, notre neurologue, qui nous a fait passer des tests de réflexe, des prises de sang, et ça en est arrivé que j'avais la myotrophie spinale. Mais j'étais ni type 1, ni type 2, j'étais type 1,5, parce que j'avais vu mes parents y avaient vu les symptômes en bas de 6 mois, mais j'étais plus fort que le type. Alors il a dit, t'es dans le 1,5. Le 1,5, c'est soit que tu vas dégénérer très rapidement et que tu vas t'en aller vers le type 1, ou que ta dégénération va rester stable et que tu vas t'en aller vers le type 2. Et moi, je me suis rendue au type 2. Maintenant, je vais vous parler des médicaments. Il y a le Spinraza. Dans le fond, c'est une ponction lombaire qui donne comme médicament un médicament. La fois, c'est la copie du gène SMN. Le gène SMN, la protéine SMN, excusez-moi. La protéine SMN, c'est une protéine de survie. Dans le fond, dans notre corps, on a besoin de ça pour faire nos mouvements, bouger, c'est ça. Alors, ils nous donnent, mais nous, ceux qui ont la myotrophie spinale, on en manque de protéines SMN. Alors, la ponction lombaire, avec le médicament, il nous donne une copie de la protéine SMN. Alors, ce qui nous permet de garder notre dégénération stable. Et il y a l'Evrysdi. L'Evrysdi, c'est un sirop qui, dans le fond, c'est un peu comme le Spinraza, sauf que c'est en sirop. Et il faut en prendre une fois par jour. C'est ça. Et c'est une copie qui est là-dedans, puis tu le bois une fois par jour. Maintenant, je vais vous parler du Zolgensma. Le Zolgensma, c'est un médicament pour les moins de 2 ans, en fond, pour les types 1. Et le médicament coûte 2,8 millions de dollars. Et comme je vous ai dit tantôt,
C'est dans le fond, pour les type 1, l'espérance de vie était de 2 ans. Mais grâce aux médicaments, l'espérance de vie est presque normale ou normale. Alors, c'est vraiment un médicament miraculeux. Maintenant, je vais vous parler de quel médicament que moi je prends. Moi, je prends le Spinraza. Le Spinraza, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est une ponction lombaire. Là, à l'image d'en haut à droite, vous voyez, il y a le liquide, la moelle épinière, la boule jaune, les fils jaunes. Le mauve, c'est le liquide cérébrospinal. Et il y a l'aiguille. Là, on voit la colonne vertébrale. Alors, imaginez-vous que dans le liquide cérébrospinal, il y a un petit sang. OK? Et c'est là que le médecin pique. Dans le fond, il prend l'aiguille, il perce le sac, il retire la quantité de liquide cérébrospinal qu'il injecte avec le médicament. Et voilà, dans le fond, il perce le sac, il prend un peu le liquide cérébrospinal, puis ils mettent la même dose qu'ils ont pris de médicaments. Alors voilà. Il ne faut pas en enlever trop de liquide cérébrospinal parce que sinon tu vas te lever, tu vas avoir mal à la tête, mal au corps et étourdi. Regardez, moi en haut à gauche, ça c'est moi. Moi, j'attends dans le fond pour une salle d'attente. Je suis dans une salle d'attente. Puis j'attends pour me faire ma portion repas. Et en bas, entre les deux images, tout en bas, ça c'est moi en attente de la salle d'opération. Puis dans le fond, avant je le faisais dans la salle, dans la petite salle. Mais maintenant je le fais dans la salle d'opération parce que pour ceux qui ont eu l'opération de la scoliose, que je vais parler un petit peu plus tard, c'est plus facile, je vous conseille, l'opération dans la salle d'opération, car on a une photo de notre dos et c'est plus facile pour piquer qu'avant, c'est juste au toucher. Et alors, on prend une radiographie, puis là, ils savent où piquer. Moi, mes expériences ont super bien été. Dans le fond, c'est Dr Christian, mon neurologue, qui m'a piqué, puis il fait super bien ça, vraiment. C'est le meilleur pour faire des piqûres. Mais la première fois, il y a eu des petits défis. Parce que mon dos, à cause de ma scoliose, mon sac était placé différemment. Alors, le Dr Christian, il y a eu plus de défis dans mon corps. Enfin, mon corps, il jouait des tours. Puis là, le docteur, on a percé le sac, mais au complet, puis il y a eu trop de liquide cérébrospinal qui a sorti. Mais c'est vraiment pas de sa faute, c'est vraiment à cause de mon dos que c'est vraiment, je vous le dis, après qu'on a réglé le problème, qu'on a su c'était quoi, ça a toujours bien été. C'est juste que là, la première fois, il me connaissait pas. Il connaissait pas mon dos, puis mon dos, il donnait vraiment des défis. C'était vraiment compliqué à faire. Mais je vous dis, c'est pas de sa faute. Puis, j'en suis reconnaissante parce qu'il fait toujours bien ça. Après la première fois, dans le fond, je me suis réveillée. Puis, j'avais un peu mal à la tête, mais tu sais, je savais pas trop c'était quoi qui était normal et ce qui était moins normal. Alors, j'allais bien, j'avais juste mal à la tête. Le lendemain matin, avant d'aller à l'école, je buvais de la caféine, enfin du café, parce que c'était ça qui m'était prescrit pour aider ma douleur de tête. Alors, j'étais allée à l'école, tout allait bien. Le soir, la fin de l'école, je commençais à être plus... j'étais plus fatiguée, j'avais plus mal. Mais c'est quand je suis retournée chez moi que j'avais vraiment mal à la tête, mal au cœur, puis j'étais étourdie. Alors, on a appelé Dr Christian. Il nous a dit, allez tout de suite en urgence. Dès que j'étais assis, j'avais mal au cœur, mal à la tête et j'étais étourdie. Alors, je suis restée une semaine. Puis à la fin, j'allais mieux. On m'avait assis, puis j'allais mieux. Alors, je suis retournée chez moi, la fin du samedi. Et pour le dimanche de Pâques, on est allé à un restaurant.
Et au restaurant, j'ai vomi. Ça a recommencé, tout a recommencé. Alors, on a appelé du restaurant Dr. Christian, mais il a dit qu'il n'y avait plus de place à l'étage. Alors, il fallait que je dorme chez moi et que le lendemain matin, j'aille à l'hôpital. Alors, je suis restée encore une autre semaine. Et finalement, ça ne marchait pas. Alors, on a dû me faire un blood patch. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais ils prennent une grosse partie de sang de ton corps et le mettent dans ton dos. En fond, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer comme une protection autour de ton sac, que je vous ai parlé un peu plus tôt, puis ça va laisser le temps de guérir. Par contre, la sensation est un peu désagréable. Ça fait très mal, en fait, parce que c'est comme si tu aurais reçu plein de coups de poing dans le dos, puis tu aurais eu plein de boue. C'est pas très agréable. Mais après ça, j'ai été correcte. Mais imaginez-vous, dans le fond, le Spinraza, au début, c'est à chaque 2 semaines. Après ça, c'est au mois. Et après ça, c'est aux 4 mois. Et là, je vous ai dit que je suis restée 2 semaines après mon Spinraza. Alors, dès que je me suis fait mon blood patch, le lendemain, j'ai fait mon Spinraza. Mais grâce à la protection, ça a bien été. Et là, dans le fond, là, le sang, il est comme parti, après, quand c'est guéri. Puis depuis ce temps-là, ça a toujours bien été. Vraiment, Dr. Christian, c'est vraiment le pro pour faire ça. Dans le fond, mon Spinraza, je l'ai fait au CHU, à l'image de gauche. Mais aussi, je vais là-bas pour rencontrer mon orthopédiste, Dr. Larouche, qui a fait mon opération. Je vous en parle un peu plus tard. Mes neurologues, Dr. Sylvain et Dr. Christian, que je vous ai parlé tantôt. Mes pédiatres en soins palliatifs. Palliatif, dans le fond, ça veut dire que soit que ça ne guérit pas, ça ne se guérit pas, ou que c'est mortel. Dans le fond, ma maladie, la maladie de la myélite spinale, c'est pas mal dans les 2 cas, mais c'est plus ça ne se guérit pas. Il y a aussi. Puis je rencontre plein ma pneumologue, parce que le plus grand danger de la maladie, je ne vous l'ai pas dit, c'est la respiration, les poumons. Parce que les poumons, c'est un muscle. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, les muscles sont affectés par la myélite spinale. Alors, on a plus de misère à respirer, à expirer, et aussi à se dégager, maintenant pour tousser, pour éternuer, des affaires comme ça. Dans le fond, ma pneumologue, c'est Dr. Jobin. Et il y a aussi des linalothérapeutes qui regardent ma respiration, mon BiPAP, dans le fond, que je vais vous parler dans la prochaine diapo. Puis dans le fond, c'est ça, c'est plein de spécialistes comme ça qui regardent les poumons. Et à l'image de droite, c'est l'IRD, dans le fond, tous mes spécialistes au 6 mois viennent au IRDPQ, qui est l'image de droite. IRDPQ, c'est un acronyme. I pour Institut, R pour réadaptation, D pour déficience, P pour physique, puis Q pour Québec. Alors, c'est l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Dans le fond, ils viennent aux 6 mois pour faire des tests généraux. Dans le fond, est-ce que je respire bien? Est-ce que ma colonne vertébrale, elle est droite? Est-ce que je vais bien en général? Est-ce que j'ai besoin de médicaments? Des affaires comme ça. Et là-bas, je vois pas juste eux autres. Je vois aussi ma physio, mon ergo, et plein d'autres spécialistes, comme mon orthésiste et ma prothésiste. Au 1 an, je vais faire un test du sommeil. Vous voyez, juste avant, je vais vous parler du BiPAP. En bas à droite, c'est un BiPAP, et dans le fond, c'est une machine pour aider à inspirer et à expirer. Contrairement du CPAP, qui aide juste à inspirer. Dans le fond, il y en a qui ont de l'oxygène dedans,
Mais moi, j'en ai pas. C'est possible aussi. Puis le masque, ça recouvre soit toute la bouche ou juste le nez. Comme vous voyez en haut à droite. Et moi, je prends juste celui avec juste le nez. Au 1 an, je fais un test de sommeil, dans le fond. C'est pour savoir, est-ce que je dors bien? Est-ce que mon corps se repose? Est-ce que je rêve? Est-ce que mon corps, après, quand je me réveille, il voit bien? Alors, pour ça, on m'attache des électrodes. Les électrodes, c'est comme des petits fils qui t'attachent sur la tête, qui se collent partout sur ton corps. Ça permet de voir cela. Pendant toute la nuit, il y a un monsieur de l'autre côté qui regarde si ça va bien. Puis, aux 6 mois, après ça, mon pneumologue, il vient, puis il va voir mes résultats. Maintenant, je vais vous parler de la colonne vertébrale, des scolioses et de mon opération. En fond, la scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale. Il y a soit la scoliose thoracique, ce qui veut dire que la déformation est en haut, la scoliose au milieu et la scoliose en bas. Je connais pas tous les noms, excusez-moi, là, je les connais pas tous, c'est compliqué à savoir. Et il y a aussi la scoliose double. Alors, ça fait un S. Moi, ce que j'avais, c'était une scoliose double. Alors, ma colonne faisait vraiment un S. Voilà. Dans le fond, comme je vous ai dit tout à l'heure, le plus grand danger de la maladie, c'est la respiration et les poumons. Alors, en plus, il doit y avoir une colonne vertébrale qui pousse sur notre poumon. Alors, ce n'est vraiment pas pratique. Pour aider, il y a le corset, que vous voyez. Les orthèses, par exemple, c'est pas nécessairement pour aider la scoliose. C'est juste pour garder les pieds pentons, comme vous voyez. Dans le fond, le corset, il aide à garder à ralentir la dégénération de la scoliose. Mais vous, si vous aviez une scoliose, si vous portiez un corset, ça pourrait réparer la scoliose. Mais dans nos cas, ceux qui ont la myotrophie spinale, ça va juste dégénérer. Enfin, ça ne veut pas dégénérer, empêcher la dégénération. Alors, l'opération, dans le fond, le fonctionnement, c'est qu'il il attache des vis dans la colonne vertébrale, des deux côtés, pour tenir la colonne vertébrale droite. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi on porterait pas le corset, puis dès qu'on est jeune, on fait l'opération. Ça marche pas comme ça. Parce que c'est mieux qu'on attende jusqu'à 10-11 ans pour faire l'opération. Parce que de 1 à 10-11 ans, on grandit beaucoup du tronc. Après ça, c'est plus les jambes. Mais on grandit beaucoup du tronc, puis à 10-11 ans, on arrête pas mal de grandir du tronc. Alors, les médecins se sont dit, si on est capable d'attendre jusqu'à 10-11 ans, on va mettre des vis fixes. C'est sûr que, mettons, qu'on a un gros problème respiratoire chez l'enfant et qu'il n'est pas capable d'attendre jusqu'à 10-11 ans, on va faire l'opération, mais on va mettre des vis rallongeantes. Mais c'est moins l'idéal. Alors, on essaie de porter le corset jusqu'à 10-11 ans. N'oubliez pas, n'hésitez pas à mettre des commentaires ci-dessous si vous avez des questions. Je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Même si nécessaire, je vais faire des recherches. Alors, voici mes expériences. Alors, jour 1, j'avais fini mon opération. Puis, à la fois, je m'avais endormie. Puis, à un claquement de doigts, moi, ça avait passé dans ma tête. Mais l'opération a duré 8 heures. Puis même 8 heures, c'était très rapide. Il y en a que ça dure une demi-journée. Alors, 12 heures. Je m'avais réveillée avec beaucoup de douleur. Après ça, je suis allée aux soins intensifs. J'avais de la morphine pour m'aider. J'avais mon BiPAP pour m'aider à respirer.
Puis j'avais plein de médicaments pour m'aider à aller mieux. Mais malgré tout, ça me faisait vraiment mal. Le jour 3, la première fois que je m'en allais sur ma chaise. Juste avant, je faisais je me levais sur le lit. Bon, s'asseoir sur le bord du lit. Et après ça, je suis allée dans ma chaise à l'aide d'une physio. Mais, par exemple, ça a moins bien été après parce que dès que je m'avais recouché, j'ai recommencé à avoir très très mal, des grosses douleurs, puis j'ai eu vraiment mal au cœur. Dans le fond, jour 7, je me libère de tous mes fils de mensualité, de ma morphine, et de tous mes médicaments. Et dans le fond, je suis restée 9 jours là. Et mon but, dans le fond, c'était de rentrer pour ma première journée d'école, pour ma 6e année. Alors, je suis sortie de l'hôpital après les 9-10 jours. Et de 10 jours au 20e jour, je me motivais. Je prenais de la morphine en bouche, mais tu sais, je me motivais parce que je voulais vraiment qu'à la rentrée scolaire, je suis top pour que j'aille à l'école. Et j'ai réussi à aller à l'école pour ma rentrée scolaire au jour 20 avec mes frères et sœurs. Maintenant, je vais vous parler des avantages. Parce que il y a quand même des avantages, hein? C'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on n'a pas d'avantages. Alors, le premier avantage que je vais vous parler, c'est la maison de répit. La maison Lémer. Dans le fond, une maison de répit, c'est qu'on peut loger là-bas, puis qu'on peut s'amuser, on peut aller comme la maison des merveilles. Moi, c'est celle que je vais. Il y a un parc adapté, qu'on peut rentrer notre chaise roulante dedans d'une balançoire, puis qu'on peut se balancer avec notre chaise. Il y a vraiment une grande maison avec des jeux dedans. Il y a 3 étages, il y a des chambres, il y a un sous-sol, il y a même une grande piscine chauffée. Il y a même un drum, c'est vraiment fun. Il y a même une salle d'exercice. Puis moi, j'adore aller là-bas. Et il y a aussi les rêves d'enfants. Enfin, Rêve d'enfants, c'est une compagnie que ceux qui sont en chaise blanche ou qui ont une maladie peuvent réaliser leurs rêves. Alors, moi, mon rêve, c'était d'aller à Walt Disney. Alors, j'ai pris l'avion et j'ai été logée avec ma famille à Give Kids the World. Dans le fond, c'est fait exprès pour ceux qui ont fait Rêve d'enfant. Et dans le fond, là-bas, il y a un bar à crème glacée, il y a des mascottes, il y a des restaurants, c'est vraiment le fun. Il y a des manèges, un parc adapté. Vraiment, c'est très très fun. Puis quand on revient le soir, on reçoit des cadeaux, des jeux de société, des cadeaux sur notre table, la cuisine. C'est vraiment fun. À Walt Disney, je suis allée visiter tous les parcs. Puis vraiment, on était super gâtés parce qu'on a pu passer par la sortie à la place de faire la file. Alors voilà. Puis à la place de faire 3-4 manèges comme ceux qui vont normalement, avec les enfants, on a le droit de passer par la sortie. Alors c'est vraiment le fun, j'ai visité tous les parcs. C'était vraiment fun. Maintenant, je vais vous parler des équipements. Enfin, il y a l'élève personne qui est très, pas obligatoire, mais très essentiel. Parce que, tu sais, on prend plus tellement nos enfants en chaise roulante à 12-13 ans. Alors, on utilise un élève personne. Il y a un élève personne sur rail ou sur pied. Parfois, il y en a un, c'est vraiment, l'élève personne, il se bouge tout seul sur le plafond, ou que c'est toi qui le conduis sur le sol. Dans les deux cas, on attache une toile en dessous de la personne. Et on attache les sangles dans les trous que vous voyez peut-être. C'est comme les bords de métal, là, on les met dedans ça, dans les trous. Puis après ça, il y a une manette, puis on peut se lever. C'est très très pratique. Il y a la table à manger qui est nécessaire pour faire pas les transferts, mais pour se tourner, pour s'habiller. Le fauteuil est obligatoire. Il y a soit le fauteuil motorisé, qui, avec un joystick, c'est un mot anglophone, comme une manette, vous voyez, ici. On peut se déplacer. Ou
fauteuil manuel que tu prends c'est toi qui conduis avec tes mains, puis tu fais comme ça. Dans le fond, vous avez peut-être déjà vu ça, là, les personnes qui se roulent avec leurs mains. La voiture adaptée est essentielle parce que avec nos chaises, il y a des petites attaches accrochées. Il y a une lampe. Puis il y a des petites attaches pour accrocher. Là, vous voyez peut-être pas bien, là, mais c'est ici, là. Je sais pas si la caméra voit très très bien. C'est comme les petites attaches rouges, là. Ici. Dans le fond, on attache ça, puis ça tient la chaise. Alors même si on est en fauteuil roulant, comme une maladie, ou plein d'autres choses qui est un handicap, on peut quand même faire des activités et réaliser nos rêves. Comme moi, même si je suis en fauteuil roulant, je fais du piano depuis l'âge de 4 ans. Je fais de l'improvisation, des cours de théâtre. Bref, je fais plein d'affaires et j'adore cela. Même si je suis en fauteuil roulant, ça ne m'empêche pas de réaliser mes rêves. Et il y a un sport que j'ai découvert dernièrement, qui est le Power Chair Soccer. Un sport pour les fauteuils roulants. Par contre, c'est pour les fauteuils roulants électriques. Et c'est un sport paralympique. Alors, il y en a dans la télé, aux Jeux paralympiques. Et dans le fond, c'est comme le soccer, sauf avec des fauteuils roulants. Alors, le Power Chair Soccer, comme vous voyez, vers l'avant, il y a un pare-choc. Comme vous voyez, en avant de la chaise, il y a des barreaux de métal. C'est un pare-choc pour kicker le ballon. Le but du jeu, c'est un peu le même but du soccer. Vous voyez, il y a comme 2 poteaux rouges, un gardien, et il faut entrer le ballon entre les 2 poteaux. C'est ça. Vous voyez, il envoie des passes, puis il tire soit de côté ou vers l'avant, comme vous allez voir bientôt. Et voilà, lui, il a tiré vers l'avant, puis ça marche tout aussi bien. Alors, c'est la fin. J'espère que je vous en ai appris plus sur le sujet. N'oubliez pas que si vous avez des questions, écrivez-le dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, merci et bonne journée.